Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Sans Filtre, ici au Cercle des Parèges, une émission organisée en collaboration avec Orange et la maison Bianchi et notre partenaire audiovisuel Wise Vision. Comme vous le savez, cette émission sera diffusée sur le site de la semaine, sur ses réseaux sociaux. Elle sera aussi disponible en format podcast. Elle sera également diffusée chez nos amis de Moselle TV et fera bien sûr l'objet d'un retour dans notre hebdomadaire. Une émission un peu particulière aujourd'hui, à 5 mois des municipales. Sans Filtre, en effet, inaugure une série d'émissions consacrées à ce rendez-vous électoral. Et pour cette première, nous avons souhaité, avec Aurélia Salinas, rédactrice en chef de la semaine, entendre des représentants du monde économique local pour reprendre leurs attentes vis-à-vis des futurs candidats aux municipales, et aussi, contexte national oblige, mieux cerner leur état d'esprit face à l'instabilité politique que vit actuellement le pays. Effectivement, Stéphane, puisque ce n'est pas un, mais trois invités que nous recevons aujourd'hui, avec Nadège Riss, présidente de la SPME Moselle. Bonjour. André Bousser, président de l'Union des entreprises de Moselle, l'antenne locale du MEDEF. Bonjour. Et enfin, Thierry Lédrich, président de la Fédération des travaux publics de Lorraine. Bonjour. Merci à tous les trois d'avoir accepté notre invitation. On va commencer par une question un peu générale sur votre état d'esprit, peut-être avec vous, André Bousser, puisqu'on a pas mal entendu le MEDEF au cours de l'automne. Tout simplement, quel est votre état d'esprit actuellement ? Mon état d'esprit, je suis en colère pour tous ces pertes de temps et de gâchis d'énergie que nous procurent tous ces soubresauts politiques. En colère contre les coups de massue supplémentaires. En France, on est devenu la nation champion du monde de l'innovation fiscale. Donc voilà. Nadège Riss, cette colère, vous la ressentez vous aussi personnellement, mais aussi est-ce que les chefs d'entreprise que vous représentez, les décideurs locaux que vous rencontrez sur le terrain, partagent cet état d'esprit ? Alors tout d'abord, merci pour cette invitation, puisque effectivement, je représente donc les TPE, PME de notre territoire. Et en effet, on est plutôt, on va dire, très fatigué et un peu désabusé, puisque tout ça fait qu'on est dans une réelle instabilité, on a un manque de visibilité certain. Et à chaque fois qu'on pense ressortir d'une situation, on retombe. Donc c'est très compliqué. Et effectivement, nos chefs d'entreprise sont fatigués et il est temps que tout le monde se mette vraiment au travail. Si on parle un peu politique, Monsieur Lédrich, comment vous avez vécu la nomination des premiers ministres, des gouvernements successifs comme ça, sans savoir si ça va tenir, si ça va tenir plus de 2 semaines ? Comment vous avez vécu cette séquence ? En reprenant un petit peu ce qu'ont dit mes prédécesseurs, quelque part un peu désabusé, un petit peu de dépit par rapport à ce qui se passe, avec une certitude, c'est que ce sentiment est assez général. Il est général parmi les entreprises, mais aussi, je l'insiste, parmi les élus politiques locaux, qui eux-mêmes ne comprennent pas un peu ce grand barnum qu'on peut avoir, je dirais, sur Paris. Et que donc, ça va être une période de transition. Et qu'on arrivera forcément à quelque chose, enfin en tout cas j'ai envie de croire qu'on arrivera à quelque chose de meilleur, ou plus tard dans 1 an, et que l'important aujourd'hui, c'est de se mettre dans une situation où on ne va pas dégrader, où on ne va pas casser la machine pour ne pas avoir des dégâts irréversibles. C'est la résignation qu'on a aujourd'hui, limiter la casse pour arriver à rebondir et faire le maximum pour aller de l'avant, avec un secteur d'activité des travaux publics qui est très particulier parce que plus de 2/3 de son chiffre d'affaires se fait avec la personne publique, donc une exposition peut-être plus importante encore que d'autres, je dirais, aux instabilités politiques. Monsieur Bousser, vous parlez de colère, Madame Riss, vous parlez de fatigue. J'imagine qu'il y a de l'inquiétude aussi de ne pas savoir où on va. André ? Oui, les chefs d'entreprise sont en colère, ils en ont marre. Et ils ne voient pas le bout du tunnel. Alors, Thierry parle d'1 an. Moi, je me pose réellement des questions si on arrivera à tenir encore 1 an. Pour moi, j'ai à la limite honte pour mon pays parce que je travaille personnellement sur plusieurs pays européens, voire le Maghreb. Et partout, on est la risée du public et on se fait même charrier maintenant, vous m'excuserez, je ne sais pas s'il y a des Italiens dans la salle, mais même par l'Italie, alors qu'à un moment donné, l'Italie était au banc des accusés de l'Europe.
Et tous nos voisins travaillent la politique de l'offre. Et tout le monde a compris que c'est la seule façon de s'en sortir. Et dans ce pays, on continue à rajouter des pierres dans la barque des entreprises. Donc là, il y en a marre, quoi. Alors justement, est-ce que c'est un problème simplement d'image qu'on renvoie, que le pays renvoie aux chefs d'entreprise, voire à l'international, ou est-ce que vraiment il y a des conséquences si on va vraiment sur le concret? Thierry Ledrich a parlé des TP, mais on y reviendra tout à l'heure. En termes de carnet de commandes actuellement, est-ce que vraiment les entreprises souffrent, ou simplement on sait que la confiance est capitale et c'est juste un problème de confiance? Non, les entreprises souffrent. Il y a des tensions sur les trésoreries. Au niveau en rajoutant des impôts, les entreprises françaises vont être de moins en moins concurrentes sur le plan international. Donc les conséquences sont encore, pour moi, devant nous. Et forcément, si les grandes entreprises souffrent, quid des TPE, PME qui, eux, vont encore souffrir beaucoup plus, quoi. Justement, ouais. Alors en effet, Monsieur Bousser parle de problèmes de trésorerie. On a actuellement pour nous, les TPE-PME, au service souvent des grandes donneurs d'ordre, des difficultés avec les délais de paiement. Donc on a une loi de finances en France qui normalement établit un versement des règlements des factures à 60 jours maxi. Aujourd'hui, on dépasse largement, donc on passe un temps certain à faire des relances. Et c'est très mauvais signe. Et en même temps, vous parliez tout à l'heure des carnets de commandes. Comment vous voulez que les entreprises investissent, croient en un avenir, quand on n'a pas de lisibilité? Donc on a vraiment besoin d'une vraie politique qui engage l'avenir et qui, aujourd'hui, si on veut reprendre des chiffres, en France, on produit, c'est moins de 10% du PIB. Aujourd'hui, on laisse rentrer par l'intermédiaire de grosses plateformes des petits colis. On n'en parle pas assez, mais en tous les cas, on a des petits colis inférieurs à 150 € qui ne sont pas du tout contrôlés. De Chine notamment. De Chine exclusivement, puisque avec ce qui se passe aux États-Unis et la taxation des petits colis, eux ont baissé de 66% leur achat en Chine. Donc la Chine revient vers l'Europe. Elle a plus de débouchés aux États-Unis, donc du coup, elle met le paquet pour vendre plus. Et en France, c'est plus 28%. Donc, ce qui veut dire qu'on va encore réduire la production en France. Donc ça, il faut qu'on interpelle, il faut qu'on dise la vérité aux gens. Il faut qu'on dise la vérité parce que nous, les chefs d'entreprise, quand on est dans des TPE-PME, on connaît tous nos collaborateurs. C'est-à-dire qu'on est une vraie famille, on est sur le territoire, on délocalise pas. Donc, il faut absolument que les gens prennent conscience que de faire confiance aux entreprises françaises et aux entreprises locales qu'on connaît et leur donner vraiment cette image qu'ils méritent. Parce que quand on représente et quand on défend les entreprises, on défend les chefs d'entreprise, mais on défend également les collaborateurs. Et ça, c'est vraiment important de mettre un point d'honneur à la souveraineté, puisque c'est ce qui va nous permettre d'assurer l'avenir de nos entreprises et de tout le reste ensuite. Thierry Ledrich, oui. Oui, en fait, le diagnostic est connu, les faits sont là. On regarde le taux de défaillance qui est au plus haut, je dirais, actuellement, avec un certain nombre d'entreprises qui vont directement en liquidation. Les délais de paiement qui se rallongent en permanence. Donc là, on n'est pas dans la valeur absolue. On voit bien qu'il y a une dégradation dans les travaux publics. En 3 mois, on a perdu 1 mois et demi de carnet de commandes. Avec cette spécificité en plus des travaux publics. Alors c'est dû à quoi, là, justement? C'est à la baisse des commandes publiques, c'est ça? C'est la baisse des commandes publiques. Et en fait, il y a 3 effets qui se cumulent particulièrement dans le domaine du travaux public. Je l'ai dit tout à l'heure, notre premier client, donc les collectivités locales et le bloc communal, c'est un tiers de notre chiffre d'affaires. On va rentrer en période d'élection municipale. Donc forcément, ça s'arrête. C'est normal. C'est quelque chose de systémique qu'on connaît tous les 6 ans. Mais là-dessus, on y rajoute, je dirais, l'instabilité actuelle où, en fait, il n'y a plus d'argent dans les caisses, on ne sait plus où on va une fois à gauche, une fois à droite, on ne sait pas comment investir. Les Français ont peur, les collectivités locales ont peur, les entreprises ont peur, alors qu'il faudrait investir, alors qu'il faudrait aller d'avant. On est dans une spirale infernale qui nous tire vers le bas comme par une gueuse. Et aujourd'hui, on est là, on attend. Et donc, cette perte-là, elle se retrouve dans les chiffres. On est sur une baisse de l'activité actuellement, sur une pente descendante. On s'attend à une baisse de 5 à 10% pour l'année prochaine.
dans les travaux publics. Voilà, donc il faut réagir, il faut investir. Moi, j'ai un maître mot, si je dois passer à l'issue de cet entretien, c'est investir. Investir dans l'homme, investir dans l'économie. Sur plusieurs, on pourra le développer après, mais c'est vraiment le maître mot aujourd'hui, redresser et aller de l'avant, alors qu'il y a un diagnostic, on sait ce qu'il faudrait faire et il faut un courage politique pour le faire. La nomination de Sébastien Lecornu, le fait qu'il n'ait pas été censuré, ça vous donne un petit peu d'espoir ou pas plus que ça? Non, pas plus que ça, parce qu'il est prisonnier des différents partis politiques. Aujourd'hui, moi, je crains même qu'il va y avoir un gros coup de massue, parce que, je dis, en France, au lieu de s'attaquer aux dépenses, on s'attaque toujours aux recettes. Enfin, on s'attaque aux recettes, on en rajoute des recettes fiscales, et donc le fait qu'il n'a pas été censuré... à la limite, ça m'a pas laissé ni chaud ni froid, parce que pour moi, c'est partie remise. Madame Riss. Alors, je voudrais quand même être un peu plus optimiste que vous, Monsieur Bousser, sur ce point-là, puisque ce qu'on peut quand même conclure de tout ça, de tous ces mois d'instabilité politique nationale, c'est qu'aujourd'hui, ce sont les parlementaires qui ont vraiment la main sur les décisions qui vont être prises pour notre avenir, finalement. Donc, quand on revient au niveau local, on a l'ensemble de nos parlementaires qui sont à notre écoute aujourd'hui, qui sont beaucoup plus présents et qui entendent ce qu'on dit. Alors, évidemment, quand on dit on entend, il faut effectivement qu'après, il y ait des suites et qu'il y ait une retombée. Mais aujourd'hui, on voit bien, on a travaillé, par exemple, avec déjà certains députés sur le PLFSS, donc le budget pour la sécurité sociale, où il y a des choses qui nous alertent pour l'avenir de nos salariés, nos entreprises, et on a repris point par point les articles. Et aujourd'hui, ça a déjà été présenté en commission d'affaires sociales dès lundi. Donc, ça a été présenté le 15 octobre, ce PLFSS. Et dès lundi, on avait déjà les premiers rendez-vous. Et lundi, à 16h, les décisions étaient déjà remontées au niveau national. Donc, on a encore l'espoir. Et le chef d'entreprise, c'est dans son ADN d'avoir l'espoir. Donc, on ne peut pas lâcher ni pour nos entreprises, ni pour nos territoires, ni pour nos collaborateurs. Mais il est vrai qu'il faut qu'on nous entende maintenant. Il faut qu'on nous laisse la possibilité d'investir, de croire en l'avenir et surtout de comprendre qu'aujourd'hui, dans notre pays, cette solidarité, ce problème de sécurité sociale, c'est-à-dire toute cette solidarité autour de la maladie, c'est vraiment, on est l'un des seuls pays. Et aujourd'hui, on a quand même un système qui est quasiment en déséquilibre, pour pas dire en déséquilibre. Donc, il faut dire la vérité. C'est ça, c'est le principe de réalité et de vérité. Vous dites que les députés sont beaucoup plus présents. C'était pas le cas avant? Ils n'étaient pas présents, les députés? C'est-à-dire que moi, j'ai quand même l'impression, les députés et les sénateurs qui sont sur notre territoire, c'est souvent eux qui même nous appellent pour nous demander notre avis sur que ressentent les chefs d'entreprise et quel est le besoin de l'entreprise. Donc, je pense quand même que de ce côté-là, on a vraiment évolué. Et nous, au niveau national, notre président Amir a déjà écrit à l'ensemble des parlementaires au niveau national et les parlementaires sont revenus vers nous. Donc, il y a un avenir qui, à mon avis, peut être plus rose. Donc, Aurélien, vous voulez réagir peut-être avant Oui, c'était juste en complément. Je vais prendre un exemple. C'est quand même un petit peu l'idéologie ou les mesures qui sont prises, qui sont parfois un petit peu mortifères. Je vais prendre l'exemple de l'apprentissage, qui est quelque chose qui nous tient à cœur. En un an, on a perdu 8% d'apprentis dans le Grand Est. On a mis 5 ans à doubler le nombre d'apprentis parce qu'on pensait que c'était l'avenir. C'était une très bonne mesure, juste depuis l'apparition du Covid. Ça marche. Cette mesure qui marche, d'un seul coup, on dit on va diminuer les aides et on réduit le nombre d'apprentis, dont une partie se retrouve au chômage. C'est la baisse des aides aux entreprises qui fait que du coup, elles emploient moins d'apprentis. Et donc là, maintenant, on parle de nouvelles mesures. Alors, je ne sais pas si elles vont passer ou pas passer au niveau du projet de loi de finances, mais qui est la suppression de l'exonération des charges pour les apprentis. C'est-à-dire que quelque part, on ne favorise pas le travail, on ne donne pas envie de travailler par rapport à l'inactivité. Alors après, les politiques, certains vont dire qu'il faut plutôt faire ci, plutôt faire ça, mais quelque part, aujourd'hui, il faut vraiment créer un choc
entre ceux qui travaillent et ceux qui sont inactifs. Et l'apprentissage était une bonne solution. Et quand je vois que finalement une solution qui marchait est en train d'être démontée, ça ne va pas. C'est la même chose pour le salariat. On voit toutes les mesures aujourd'hui qui sont de nature, quelque part, à taxer encore un peu plus le travail, alors qu'aujourd'hui, le travail, pour être compétitif à l'étranger, pour pouvoir aller de l'avant, doit être mis en avant. Et pas uniquement sur le dos d'entreprises. Il ne suffit pas de dire les entreprises n'ont qu'à augmenter. Évidemment, ce n'est pas possible. Si au contraire, on a des charges par ailleurs, on ne pourra pas le faire. Donc aujourd'hui, c'est vraiment revenir à cet investissement, investir pour être plus riche et non pas taxer pour être plus pauvre. Alors, autre sujet qui fait débat et sur lequel mise beaucoup évidemment le Premier ministre, parce qu'il en va de sa survie, c'est la suspension de la réforme de la retraite. Donc là aussi, vos représentants nationaux, mais vous aussi au niveau local, vous avez manifesté votre courroux, j'allais dire, sur cette suspension. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre position, peut-être, André Boussert? On a exprimé notre courroux, non pas qu'on suspende la retraite, parce qu'à la limite, la réforme de la retraite, pardon, cette réforme, c'est pas notre réforme, mais ce qui nous inquiète, c'est qu'il faudra bien payer. Madame Ries l'a dit tout à l'heure, il y a un vrai déséquilibre démographique dans ce pays, et comme dans beaucoup de pays autour. Les Français ne vivent pas moins longtemps que les Allemands ou les Italiens. En Italie, en Allemagne, on parle de 65, voire 67 ans. Et en France, on va rester sur une date à 63. Nous, ce qui nous inquiète, c'est qui va payer. Les chiffres qui ont été annoncés sur les 2 prochaines années, c'est 500 millions. Je crois que c'est 100 millions pour 2026 et 1 milliard sur 2027. Non, c'est beaucoup plus. C'est 1,8 milliard sur 2027 et je crois 500 millions sur 600 millions sur 2026. Mais 13 milliards, je crois, en 2030 si on ne fait rien. Et donc, comme dans ce pays, on a la fâcheuse habitude, quand on a une dépense, de rajouter des impôts. On craint que ça risque encore de tomber sur les entreprises et c'est contre ça qu'on s'exprime. Il y a un élément supplémentaire, c'est que, encore une fois, nous, dans notre rôle, on est des acteurs économiques. On n'est pas des politiques, on n'a pas à décider du choix de la société. Enfin, en tout cas, c'est mon point de vue. Sur ce sujet-là, quand on demande aux Français, il y a eu un sondage récent, êtes-vous pour ou contre la suspension de la réforme des retraites ? Il y a 51% des Français qui sont contre cette suspension. Donc c'est comme une réalité. Et donc finalement, on est en train de se dire qu'il y a une forme de sagesse populaire qui est plus forte que la représentation nationale. C'est le monde à l'envers. On doit avoir des gens normalement pour nous guider. Et aujourd'hui, c'est le peuple qui explique comment en fait on devrait faire. C'est là que ça devient aberrant pour des histoires d'idéologie. Et donc aujourd'hui, cette suspension des retraites, j'avais vu des radios crochets où en fait les gens expliquaient que, bien sûr, comme tout le monde, si on leur dit « est-ce que vous voulez travailler moins, est-ce que vous voulez partir plus tôt ?» la première réponse, c'est oui. Mais dès qu'on leur dit « mais quelle est la contrepartie ? Est-ce que ça veut dire qu'on va augmenter la TVA ? Est-ce que ça veut dire qu'on va diminuer ma pension ? Est-ce que ça veut dire… » Et la réponse étant oui, bien évidemment, les gens disent « non, mais je préfère rester, travailler un petit peu plus, ne pas passer la dette grise à mes enfants, parce que quand on travaille, il ne faut pas oublier pourquoi on travaille. » Philosophiquement parlant, on travaille parce qu'il y a du sens, de pouvoir aider les gens qu'on aime pour leur donner un avenir, une vie. Et c'est ça qui est aujourd'hui important. Et on perd tout ce sens, tout cet intérêt général, l'intérêt public, qui est peut-être la perte la plus forte aujourd'hui dans notre nation. Il faut qu'on arrive à se recentrer sur quel est l'intérêt public. Et en se posant ces questions-là, on arrivera à trouver les solutions politiques nécessaires à sortir de cette crise de quasi-régime. Vous pensez qu'il y a un défaut de pédagogie sur cette réforme-là, comme sur les autres, de la part des élus ? Quand on voit comment ils s'écharpent, comme dans une cour de maternelle, oui, je crois que le minimum qu'on puisse dire, c'est qu'il y a un problème de pédagogie. Oui, ça c'est sûr. Hein. Je veux dire, ça me fait penser, vous l'avez peut-être vu, une vidéo qui était le dernier discours du sénateur Malhuret. Oui. Je veux dire, alors c'est peut-être un petit peu caricatural, ça fait peut-être sur certains éléments presque guignol, mais je trouve que c'est quand même assez révélateur de l'état d'esprit actuel. Madame Desgeris, vous alliez réagir aussi sur la question sur la pédagogie. Je pense que sur la pédagogie, on a un gros travail à faire, parce que quand on sait qu'aujourd'hui, on est 1,7 à travailler pour un retraité, forcément qu'il va y avoir un problème de calcul, donc ça devient mathématique. Alors, autre sujet, vous parliez de l'opinion publique qui s'était saisie un peu, qui avait été interrogée sur la question de la retraite. Autre sujet qui a fortement
fait parler, notamment, et sur lequel l'opinion publique s'est focalisée, c'est la fiscalisation des hauts revenus, avec en toile de fond la taxe Zuckman. Est-ce que vous avez compris un peu pourquoi il y avait eu cette focalisation sur cette question-là? On va commencer après. Un premier chiffre que j'ai entendu hier, je crois. Depuis 1 an, les placements français au Luxembourg et en Suisse ont augmenté de 60%. C'est tout. Je veux dire, l'instabilité, la crainte, la peur fait que l'argent est en train de partir. Tout le monde dit « Non, ça va, vous inquiétez pas, on va augmenter les pourcentages et puis les gens vont se laisser tondre tranquillement, ils ne vont pas réagir, il n'y aura pas de souci. » Alors que finalement, non. Je trouve le meilleur exemple, c'était l'exemple de la flat tax. Rappelez-vous, quand elle a été mise en place, on allait baisser le pourcentage de la part représentant l'impôt sur le revenu, ça allait être une catastrophe, etc. Au final, parce que l'assiette a augmenté beaucoup plus que le pourcentage n'a diminué, le volume collecté a été finalement beaucoup plus important. Et donc, on a cet exemple-là concret, et on continue à croire qu'il faut mettre des taxes supplémentaires. Le meilleur exemple, enfin c'est presque loufoque, c'est la fameuse taxe qui a été mise sur les yachts. Je veux dire, au final, je crois qu'elle a ramené 50 000 €, un truc comme ça, mais c'était un totem, il fallait absolument tout. Il faut aujourd'hui arrêter, il faut être efficace, et il faut accepter, dans certains cas, de baisser les taxes, parce que ça nous rendra plus riches. Je pense qu'en France, on a toujours eu un problème avec la richesse, avec l'argent, avec les salaires. Vous allez aux États-Unis, les rémunérations sont parfois affichées dans les entreprises et il n'y a pas de tabou. Et je pense que l'impôt ou les taxes qu'on va récupérer, parce que ça représente pas grand-chose, on parle de 1400 personnes, voire moins, oui. Et c'est toujours de l'argent qui ne va pas diffuser dans l'économie réelle, parce que les entreprises ou les dirigeants, s'ils doivent payer des impôts, vont prendre des dividendes, donc vont appauvrir les entreprises sur le plan de la trésorerie et ne vont pas injecter ça dans l'économie réelle. Et donc c'est encore une fois tout le tissu économique qui va trinquer. Mais vous comprenez quand même qu'il y ait des gens que ça puisse choquer quand on voit les très grandes fortunes. Je pense à Bernard Arnault, dont on a beaucoup parlé ces derniers mois, ou ces derniers jours même, qui a gagné 16 millions d'euros, je crois, en une journée. Vous comprenez qu'il y a des gens à côté qui se disent « mais pourquoi on ne leur demande pas plus ?» Je pense que ça peut choquer, mais je vous dis encore une fois, c'est typique à la France. La révolution est aussi partie de là. C'est quand il y avait les grands riches d'un côté, les petits de l'autre. Et aujourd'hui, moi, ça me choque pas que Bernard Arnault gagne des milliards, parce qu'il fait vivre quand même beaucoup de monde derrière, et il a pris le risque un jour d'investir, parce que la plupart des chefs d'entreprise, c'est notre argent qu'on met sur la table. Alors c'est vrai que on crée toujours des jalousies, mais moi je dis toujours à mes salariés, venez, investissez à mes côtés. Et là, il n'y a plus personne. Nadège Riss. Concernant la taxation sur les holdings, c'est assez particulier, puisque en fait, c'est pas vraiment ce sont des valeurs, c'est virtuel, on va dire. Et c'est la valorisation des. Donc voilà. Donc déjà, il faudra trouver les fonds. Représenter l'entreprise si on la vend. Voilà. On peut faire ça. Donc et puis il faut aussi dire que les entreprises sont déjà taxées. Alors on a un petit peu expliqué qu'il y avait des gens qui passaient à travers les mailles du filet. Comme dans beaucoup de choses actuellement, en fait, on ne contrôle pas et on ne remet pas les pendules à l'heure, on va dire, pour les gens qui veulent tricher. Par contre, on va faire payer l'intégralité du système. Et là, il faut qu'on ait également du courage. Parce qu'effectivement, on a des gens qui ne payent rien, qui vont faire en sorte de ne pas payer. Ceux-là, il faut qu'ils soient rattrapés. Parce que ça ne peut pas être au détriment des autres. Par contre, moi, je pense qu'il faut qu'on soit fiers d'avoir des entreprises qui gagnent de l'argent, des chefs d'entreprise qui gagnent de l'argent, puisque ça fait quand même la richesse. Et à force de tirer vers le bas, on va pas pouvoir être tous pauvres. À un moment donné, il faudra quand même. Et puis, je pense qu'il faut qu'on vive de notre travail. Donc, c'est ça l'important. En plus, quand on reparle de production en France, on maîtrise une production de luxe.
C'est-à-dire qu'on a énormément de pays qui nous regardent avec envie. Donc, j'imagine que M. Bernard Arnault, le jour où il en aura assez de tout ça, et beaucoup d'autres chefs d'entreprise de gros groupes qui sont implantés dans beaucoup de pays européens et ailleurs, moi, je connais aucun chef d'entreprise qui travaille pour la gloire. On n'est pas philanthrope. Donc, nos artisans ont besoin de gagner leur vie, mais il faut que tout le monde gagne sa vie. Donc, n'attendons pas que tous ces gens qui créent de la valeur et de la richesse partent ailleurs. Et je pense que c'est aussi des effets d'annonce pendant qu'on parle que les politiques parlent des super riches, pendant ce temps, la population oublie d'où viennent les vrais problèmes. Les problèmes sont au niveau des dépenses que l'État fait. Il faut vraiment qu'il fasse une cure d'amaigrissement. Aujourd'hui, on vit comme dans un ménage quand on a trop de dépenses. À un moment donné, il faut faire une cure d'amaigrissement dans les sociétés aussi. Et on ne s'attaque pas dans ce pays aux vrais problèmes. Alors qu'il y a un risque, parce que si on réduit les dépenses, on réduit aussi la commande publique. Oui, non, mais alors, je parle dans les dépenses, pardon. C'est de faire des vraies commandes, oui, mais moi je pense qu'il y a aussi beaucoup de dépenses qu'on pourrait éviter. On a dans ce pays 5 millions de fonctionnaires. Alors je dis pas qu'il faut pas renforcer l'école, l'hôpital ou la sécurité ou les armées, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où on pourrait réduire parce que avec 5 millions, si on les compare avec d'autres pays, on devrait être le pays le plus heureux du monde. Thierry Ladriche. Oui, l'écart, je dirais, aujourd'hui, sur les budgets, il se fait en comparant aux autres pays. Je dirais, ça marche bien dans certains autres pays, donc on peut regarder. Et on voit effectivement, on identifie parfaitement les écarts qu'il peut y avoir au niveau des budgets. Le problème de l'administration de manière générale, c'est pas tellement son coût, c'est surtout le service rendu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on allait à l'hôpital ou si on était content de l'éducation des enfants, je pense qu'il n'y aurait pas de problème à payer ces dépenses-là. Il y a un certain nombre de personnes qui l'ont dit. Je veux dire, on a trop d'administratifs. Donc aujourd'hui, le but du jeu, c'est bien de transférer peut-être une quantité d'improductif vers du productif, c'est-à-dire avoir plus de toubib, avoir plus d'enseignants et moins de gestionnaires. Le vrai souci aussi, c'est que quand aujourd'hui on augmente les recettes, ce qu'on serait éventuellement prêt dans certains cas si on avait un service de qualité, c'est que ce n'est pas pour réduire l'endettement, c'est pour pouvoir dépenser encore plus sans se remettre en question, avec une efficacité aujourd'hui, je dirais, de l'appareil administratif français, où on a voulu décentraliser, mais on n'a jamais été jusqu'au bout. Donc on se retrouve avec des redondances. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais aujourd'hui, le problème entre les communes et les EPCI, avec les compétences qui n'ont pas été complètement transférées, avec plusieurs personnes qui doivent gérer un élément et tout ça, c'est une perte en chaîne. En fait, on a plein de subventions, plein d'éléments. Chaque fois que ça passe dans une case suivante, c'est normal, il y a des frais de gestion. Et à la fin, l'argent réellement productif est relativement faible. Donc c'est ça qu'il faut accepter de remettre à plat, avec des gros boss budgétaires aujourd'hui qui posent problème. On le sait, on a 4 points de PIB en plus au niveau des dépenses sociales, c'est-à-dire 120 milliards d'euros par an. Nos problèmes de dette sont réglés si on sait remettre ça à plat. Alors ça ne veut surtout pas dire qu'il faut tout supprimer ou qu'il faut tout raboter de manière un peu aveugle de 10%. Il faut par contre regarder, au même titre que c'est en train d'être fait au niveau fiscal ou quoi que ce soit, mesure par mesure, aide par aide, pour voir qu'est-ce qui peut être amélioré. Et ce travail-là doit être fait de manière posée, sans partisanisme, sans idéologie. Et c'est là, je crois qu'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais au niveau national, les gens n'y arrivent pas. Parlons du local, du coup. Les élections municipales qui arrivent dans 5 mois, Stéphane l'a dit, si tout va bien. Est-ce que c'est un sujet, les élections municipales, qui intéressent les chefs d'entreprise ou pas? Nadège, allez-y. Alors, forcément que c'est un sujet qui intéresse les chefs d'entreprise, puisqu'on est tous installés quelque part dans un village, dans une zone artisanale, dans une zone industrielle. Et c'est vraiment important de voir quel va être le programme du candidat et surtout que ce candidat soit au plus proche du territoire pour connaître les besoins des chefs d'entreprise, puisque l'accès aux zones artisanales, aux zones industrielles sont importantes. Et on voit bien qu'il y a des zones qui sont beaucoup plus faciles, qui se développent beaucoup plus rapidement parce qu'il y a un accès beaucoup plus facile au niveau de la mobilité. Donc là, Thierry Ladriche pourra en parler mieux que moi. Mais on a cette mobilité, ce transport. On travaille d'ailleurs assez souvent sur ce sujet.
Et au niveau régional, c'est important également, puisque la région a pris 500 km, un travail sur les 500 km entre l'autoroute et la RN4. Donc, c'est important pour les entreprises du territoire d'avoir des élus territoriaux au plus près de nos entreprises. Et vu le contexte national, j'imagine que c'est d'autant plus important, ce rapport que vous pouvez avoir avec les élus locaux. Quand en haut, il n'y a plus personne qui répond, j'imagine que d'avoir un interlocuteur dans une ville, dans une métropole, au département, c'est vital. Déjà, les gens ont du mal à s'y retrouver parce qu'aujourd'hui, la compétence économique, c'est pas au niveau du maire, mais au niveau des communautés de communes. Mais les maires, entre autres, siègent dans les communautés de communes et ont leur mot à dire. Mais aujourd'hui, les maires ont toujours été plébiscités. Il y a quelques années, avec la loi Le Nôtre, on voulait supprimer les communes et renforcer les communautés de communes, alors que c'est plutôt l'inverse, enfin pas l'inverse qu'il faudrait faire. Je pense qu'on a trop d'échelons dans ce pays. Et ça rejoint un peu ce que disait Thierry tout à l'heure. Mais les communes, aujourd'hui, il faut les garder, aussi bien pour le citoyen lambda que pour les entreprises, parce que c'est à travers les maires qu'on fait passer l'information. Alors aujourd'hui, il y a des maires qui préfèrent que une telle ou telle usine se construise chez le voisin plutôt que chez lui parce que ça crée de la nuisance. D'autres préfèrent privilégier leur projet immobilier plutôt que des projets industriels. Donc c'est là où il y a des efforts à faire. Et aujourd'hui, donc au niveau du MEDEF, Patrick Martin a demandé à ce que les chefs d'entreprise prennent la parole davantage dans le débat public. Et donc moi-même, j'ai demandé à un certain nombre des membres du conseil d'administration de se présenter au conseil dans les communes ou carrément au niveau des mairies. Moi-même, je suis candidat dans ma commune où j'ai déjà été maire il y a quelques années. Et je pense que si on veut pouvoir faire passer le message économique, il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Donc c'est une vraie demande, donc que les représentants du MEDEF figurent sur des listes. C'est plutôt le Patrick a demandé à ce qu'il y ait Patrick Martin, président national, qui a une prise de parole, que les chefs d'entreprise prennent la parole. Moi, je vais un peu plus loin, quoi. D'accord, c'est de l'entrisme pratiquement. Voilà. Bah oui, si on veut pouvoir agir, les gens sont toujours en train de râler. Ça, c'est le naturel français. Et j'ai dit, mais à la limite, allez dans les conseils municipaux et agissez. Justement, vos profils société civile, ça doit intéresser les élus quand ils constituent une liste. On vous a déjà demandé de participer à une liste ? Alors moi, j'en suis à mon 3e mandat en tant qu'élu communal. Mais je vais revenir juste sur un point. Ce débat qu'il va y avoir pour les élections municipales, ça va être l'occasion de revenir sur les sujets qui intéressent tous les Français, l'accès aux soins, la sécurité, la transition écologique, etc. Le pouvoir d'achat et autres éléments. Et donc, en fait, le plus petit multiple commun à ces différents éléments, c'est un petit peu, en fait, les infrastructures, parce que c'est ça qui participe au développement. Et donc, derrière, les travaux publics. Et donc, c'est vraiment ces éléments-là que nous, on est en train de passer, parce qu'encore une fois, le bloc communal, c'est plus d'un tiers de notre chiffre d'affaires. On ne veut pas perdre de temps. S'il y a une nouvelle équipe, on veut absolument qu'elle puisse tout de suite se remettre au travail, elle puisse investir pour relancer et répondre, je dirais, aux besoins vitaux du pays aujourd'hui, qui est d'améliorer les infrastructures. Et par contre, et j'en reviens sur un point important, c'est que la commande publique devient de plus en plus complexe. Même pour avoir une subvention, ça devient de plus en plus complexe. Et aujourd'hui, les communes sont essentielles comme délégataire des fonctions régaliennes, je dirais, de l'État sur un certain nombre de sujets comme la sécurité et autres. Par contre, je pense vraiment aujourd'hui que ça n'a plus de sens que d'avoir des toutes petites communes qui ont encore une compétence économique et qui ne savent pas le gérer. Moi, je suis complètement abasourdi par la décision, l'amendement qui a été voté l'année dernière, qui remet en cause ce qui avait été prévu par la loi NOTRe, à savoir le transfert obligatoire de la compétence eau à l'EPCI.
Aujourd'hui, on se retrouve donc avec des communes qui n'ont pas l'argent, qui ont des débits de fuite de plus de 50%. On sait qu'il faudrait agir, qui ne savent pas comment s'y prendre et qui ont l'impression d'avoir gagné une certaine forme d'autonomie. Ça n'a pas de sens. Il faut aller jusqu'au bout. Et par contre, effectivement, demander aux maires ce qu'ils savent bien faire. Mais quand, pour ces sujets-là, il faut avoir une certaine vision globale. Un réseau d'eau, ça ne se raisonne pas au niveau d'une commune. C'est comme si je vous disais que la ligne du TGV Paris-Metz, il faut la gérer avec l'ensemble des communes traversées. Ça n'a pas de sens. Il faut avoir une vision globale. Il faut interconnecter les réseaux. Il faut améliorer leur résilience, leur sécurité. Et donc, à un moment donné, il faut accepter d'abandonner pour le bien commun, pour le bien général, un certain nombre de compétences et se recentrer sur d'autres. Aujourd'hui, avoir plusieurs personnes qui gèrent une compétence alors que ça ne devrait pas être le cas, c'est encore une fois une perte d'efficacité. Nadège Riss, sur le rôle citoyen finalement que peuvent avoir les chefs d'entreprise en s'engageant d'une manière ou d'une autre dans la vie locale, quel est votre point de vue là-dessus? Alors, on a effectivement des chefs d'entreprise qui sont dans les communes. Pour ma part, j'ai été sollicitée, mais j'ai refusé. Par contre, je suis très proche et de ma commune où mon entreprise est installée et de ma commune où j'habite. Pourquoi vous avez refusé? J'ai refusé parce que, en fait, j'ai une petite entreprise qui me prend du temps et il faut que je sois là. Et en étant présidente de la CPME, j'ai un travail. Je me suis engagée, j'ai été élue et je me suis engagée à travailler. Et c'est un travail qui est quasi quotidien. Donc, je pense qu'il faut laisser la place aux gens qui ont un peu plus le temps. Mais il est clair que dans une équipe municipale, il faut qu'on ait des gens, des chefs d'entreprise. Il faut que l'économie soit représentée avec la réalité du terrain. Alors justement, est-ce que selon vous, c'est suffisamment le cas aujourd'hui? Est-ce que les maires qui sont en place et les futurs candidats connaissent suffisamment la réalité d'une entreprise locale, du chef d'entreprise? Est-ce que vous êtes suffisamment entendu? On parlait du national où c'était compliqué de se faire entendre, mais est-ce que vous pensez qu'en gros que le degré de sensibilisation, de maturité des élus locaux, des maires est suffisant vis-à-vis du monde de l'entreprise? En fait, c'est très hétérogène. Il y a un certain nombre de maires qui ont une expérience du privé, qui sont même eux-mêmes des fois entrepreneurs et qui connaissent ça parfaitement ou qui ont, à travers leur cursus académique, un certain nombre de formations économiques. Et puis inversement, et c'est toute la force de la politique, c'est qu'en fait, on a tout le panel de la population française. Il y a des gens qui ne connaissent rien à l'économie ou n'ont pas compris l'économie. Je veux dire, on en a encore eu un exemple, malheureusement, avec le président de la commission des finances à l'Assemblée il n'y a pas si longtemps que ça. Aujourd'hui, il faut simplement le savoir. C'est pas grave, je dirais, d'avoir un problème de compétence. Il faut accepter la délégation et de s'en renseigner et tout. Et aujourd'hui, encore une fois, je crois que le maire, il est surtout pour être là au contact de ses concitoyens, pour entendre, pourquoi vouloir absolument lui demander de traiter des sujets économiques s'il n'est pas à l'aise avec? Qu'il s'appuie sur la communauté, enfin le PCI, la communauté de communes, au même titre d'ailleurs qu'en matière aujourd'hui de commandes publiques, il y a un certain nombre de ce qu'on appelle des ATD, des agences techniques départementales qui ont été créées pour pouvoir accompagner les élus justement dans la mise en place d'appels d'offres pour les aider sur cette action complexe. Et ça, c'est efficace. Mais il faut le reconnaître, il faut l'accepter. Monsieur Boussert, vous aviez un avis sur la question de la connaissance du monde économique des élus? Comme disait Thierry, ça va dépendre effectivement des élus. Certains, ils connaissent quelque chose. On a la même chose au niveau des parlementaires. Hein. Il y en a qui savent pas ce que c'est qu'une entreprise. Donc, quelquefois, avec mes vice-présidents, on leur conseille de venir une journée complète, voire plus, dans nos entreprises pour voir comment on fonctionne. Et d'eux-mêmes, ils viennent pas vers vous? Quand ils sont en campagne ou quand ils viennent pas vous voir pour vous dire quand ils sont en aidez-moi, j'ai besoin de peut-être. Quand ils sont en campagne, quand j'ai été maire, les sénateurs, ils venaient une fois tous les 6 mois, tous les 6 ans, quoi. Ah oui, d'accord. Donc c'est au moment des campagnes. Donc là, ils me servent à rien. Actuellement, non, nous on voit quand même, et je pense que Madame Riss c'est pareil. On les voit quand même régulièrement. Donc nous on a instauré le café des parlementaires une fois par mois. Donc et derrière, quand ils ont une question, ils savent nous joindre. Mais au niveau des maires, c'est vrai que la compétence économique
n'est pas ou ne devrait plus être dans les communes. Je ne sais pas si en Moselle, il y en a encore qui sont toutes seules, mais la plupart des communes sont membres d'une communauté de communes où il y a quand même beaucoup plus d'aide. Et maintenant, on vient même de regrouper les communautés de communes pour en faire des EPCI beaucoup plus importants pour justement pouvoir suivre toutes les compétences. Dans un certain nombre de travaux, il y a un problème d'économie d'échelle. Quelque part, quand on a une toute petite commune qui a 100 000 ou 200 000 euros pour gérer sa voirie, son eau, etc., ça ne peut pas être efficace. Ça va être que des rustines. Et c'est là que c'est important, effectivement, de transférer. Alors, la compétence voirie, elle a été transférée obligatoirement à l'EPCI quand c'est une métropole. Donc Metz, toutes les communes des alentours, il n'y a plus de question, la voirie est gérée. Mais on a encore un certain nombre de communes dans des Comco qui n'ont pas transféré leur voirie. Et au niveau de l'eau, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas systématique, même si la grande majorité l'a fait. Mais à un moment donné, il faut aller jusqu'au bout et transférer, donner le pouvoir à ceux qui savent faire. Et il n'y a rien de honteux là-dedans. Après, il faut aussi que le PCI accepte de récupérer les compétences, hein, parce que moi j'ai connu, on a regroupé à l'époque toute la compétence assainissement, parce que tu parlais de l'eau, mais à l'instar il y a aussi la compétence assainissement, et on a mis plusieurs années pour arriver à intégrer tous les villages. Et quand vous avez, comme dans le Saulnois, 132 villages dans un EPCI, c'est pas évident à récupérer parce que derrière il faut les budgets, quoi. Il faut les moyens. Mais c'est vrai que depuis, on fonctionne beaucoup mieux quand c'est regroupé. Après, il y a des EPCI, il y a la compétence eau est quelquefois regroupée au niveau des syndicats intercommunaux. Mais une commune toute seule, aujourd'hui, pour moi, effectivement, ne devrait plus gérer certaines compétences. Juste un tout petit chiffre pour illustrer pour nos auditeurs. Je vais prendre l'exemple de la Moselle. Je dirais, la Moselle, c'est environ 9000 km d'adduction d'eau et je crois 6000 km de réseau d'assainissement, quoi. C'est plus de 300 steps de stations d'épuration. Donc c'est vraiment des choses qui ne sont pas visibles. Les gens pensent que tout va bien parce que quand ils ouvrent leur robinet, il y a l'eau et ça repart. Mais c'est quelque chose de particulièrement complet à utiliser. Et ça avec un nombre de communes aujourd'hui encore, de mon point de vue, trop important pour gérer tout ça. Avant qu'on vous interroge sur vraiment vos attentes par rapport aux candidats, juste par rapport à votre expérience que vous avez chacun d'entre vous dans les communes, une question qui vient à l'esprit. On dit souvent, en fait, une commune, pourquoi on ne la gérerait pas comme une entreprise ? Hein, c'est un peu on l'entend souvent de la part de chefs d'entreprise. Ah, si c'était géré ou que l'État serait géré comme une entreprise, ou qu'une commune serait gérée comme une entreprise, ou une collectivité gérée comme une entreprise, ça se passerait pas comme ça. Il y a même des élus qui disent je suis un chef d'entreprise. Ça existe aussi. Ben, moi, j'ai une anecdote. Quand j'ai été jeune maire, donc en 2001 ou 2002, j'ai un jour le sous-préfet de Forbach qui m'a appelé et qui me dit Monsieur le maire, arrêtez de gérer votre commune comme votre entreprise. Parce qu'a priori, j'ai fait pleurer ses secrétaires parce que je voulais, dans l'administration, vous avez 3 mois, 6 mois de délai de réponse. Et moi, j'avais un boulot à côté, je ne voulais pas attendre. Et donc ça, c'est une anecdote qui m'a marqué. C'est le niveau d'exigence. C'est le niveau d'exigence, et ça rejoint ce que disait Thierry. C'est que pour moi, et donc je lui ai répondu, monsieur le sous-préfet, 1 euro dans l'entreprise, c'est la même chose qu'1 euro dans les communes. Bon, c'est là que tu vois qu'il y a un réel problème, quoi. Et du coup, vous pensez que ça devrait être géré comme une entreprise, les communes ? Oui, tout à fait. Nadège Riss ? Ce que je pense au niveau des communes, surtout, c'est au niveau des compétences, au niveau de l'argent, bien entendu, c'est de l'argent de la collectivité. Donc, comme au niveau national, on aimerait que ce soit géré un peu plus précisément, on va dire. Mais dans les communes, il faut quand même dire que ça ne peut pas vraiment être géré comme une entreprise, puisqu'il y a également un travail sur le collectif. Et je pense que là, il y a des choses qui sont un petit peu différentes, qui doivent être adaptées. Alors pour moi, gérer comme une entreprise, ça veut dire qu'il faut passer d'une politique de gestion des dépenses à une politique de gestion des investissements. C'est ça, pour moi, entre guillemets, gérer comme une entreprise. Et effectivement, quand on est entrepreneur, on va préserver
coûte que coûte la capacité d'investissement, l'outil de production, quitte à devoir sabrer dans les frais généraux si c'est nécessaire. Et moi aussi, j'ai une anecdote d'un élu récemment qui m'expliquait que, inversement, il ne pouvait pas toucher à ses frais généraux parce qu'il voulait surtout pas se mettre à dos, je dirais, ses secrétaires, il voulait acheter la paix sociale, etc. Et donc, il m'expliquait que de ce fait, comme il ne pouvait pas toucher aux frais généraux, il diminuerait les investissements dans la route. C'est-à-dire exactement la position inverse de ce qu'il faudrait faire. Si on en vient plus sur le concret de ce que seront ces élections municipales, quels sont les sujets que vous souhaitez vraiment mettre en avant? Est-ce qu'il y a des choses dont on est obligé de parler, des sujets qui sont incontournables, Monsieur Bousser? Nous avons à l'UE 57, puisqu'il faut que j'arrête de parler de MEDEF. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles parce que j'ai en face de moi la personne qui me souffle à l'oreille, donc il faut que je fasse attention. Nous avons lancé un sondage auprès de nos adhérents pour pouvoir préparer un livre blanc pour ces municipales. Au niveau local, au niveau départemental. Au niveau local, oui, non, mais on ne va pas s'occuper des autres. Hein. Donc, donc sur un certain nombre de sujets, sur l'emploi, la formation, la mobilité et la sécurité. Et à partir de là, nous allons envoyer. L'objectif est de pouvoir faire. Je ne sais pas si on arrivera à en faire 6, mais l'idée est de faire au moins 4 débats sur la Moselle, sur Metz, Thionville, Saint-Avold et peut-être Sarreguemines ou Forbach ou Sarrebourg. De façon à si les candidats veulent. Hein. Après, s'ils veulent pas, on va pas les forcer non plus. On fera comprendre que l'économie, ils en ont rien à faire. Mais de façon à les interroger sur les aspects économiques de leur programme, et donc pour pouvoir se positionner là-dessus. D'accord. Et du coup, vous avez déjà mis en avant les thèmes que vous allez retenir précisément? Oui, on commence à avoir j'ai eu encore hier soir des premiers retours des sondages. Donc c'est bon, là on a encore un peu le temps puisque certains ont même pas annoncé leur candidature même. Donc là, ce sera plutôt effectivement l'emploi, la mobilité, la sécurité et l'attractivité du territoire. Nadège, qu'est-ce que vous attendez d'un candidat au municipal aujourd'hui? Alors, je pense que aujourd'hui, avec ce qui se passe au niveau national, on a assez recentré les débats, on va dire, au niveau de nos territoires. Et ce qu'on peut voir et ce qui est plutôt positif, c'est qu'aujourd'hui, on a vraiment, c'est assez collégial en fait, c'est assez collectif. Donc, par la situation qui est assez inquiétante, on va dire, au niveau national, pour nos entreprises, on a depuis un certain temps déjà beaucoup plus de dialogue avec tous ces acteurs, que ce soit des élus locaux et en interne à la CPME, nos chefs d'entreprise sont souvent investis dans les communes, même s'ils ne sont pas maires, ils ont une spécificité, ils ont une compétence, puisque l'avantage, ça serait que chaque maire utilise les compétences des uns et des autres, comme on fait dans notre interpro, puisque en représentant chaque activité, on peut pas, moi qui suis dans l'industrie, pour le commerce, on a des élus qui sont pour le commerce. Donc, c'est ça qu'on attend, c'est d'avoir vraiment le dialogue et puis surtout la compréhension du tissu économique et du besoin des entreprises sur le territoire. Thierry Le Driche, l'investissement, c'est ça? L'investissement. Je vois que le message est passé. Et donc, pour pouvoir, je dirais peut-être l'illustrer, avec notre cellule économique régionale, on a préparé un certain nombre de fiches départementales pour montrer justement l'état de notre patrimoine, parce qu'on parle d'un réel patrimoine, je dirais, qui aujourd'hui est la propriété de tous et qu'il faut faire progresser, qu'il faut remettre à niveau. Et on rappelle un certain nombre d'engagements parce que on a souvent des idées en France, l'action ne suit pas toujours. La transition écologique, on en parle depuis des années.
Il y a 4 ans, on avait fait notre rapport pour montrer qu'il fallait, quelle que soit la solution qu'on choisisse, que ce soit un chemin par la sobriété ou par l'innovation technologique ou par d'autres éléments, il fallait, je dirais, investir environ 20 milliards d'euros par an pour décarboner et obtenir l'objectif du schéma national bas carbone français. Aujourd'hui, on en est loin. Et donc, les entrepreneurs ont besoin de cette visibilité, de cette stabilité pour dire, c'est sûr, on va bien dans cette direction-là, on va pouvoir embaucher les 50% d'effectifs supplémentaires qui seraient nécessaires pour arriver à faire cette transition écologique, sous réserve qu'on nous confirme bien que les chiffres d'affaires vont augmenter de 40% pour faire face et pour obtenir. Et si on n'a pas ça, on sait déjà que la transition écologique, on ne l'atteindra pas, quoi qu'on en dise. Sur également, comme on travaille beaucoup sur le RSE et puis en particulier sur les petites entreprises, on y va pas à pas. On a besoin également de vrais sur l'enjeu du déchet, sur la valorisation du déchet, parce que ça c'est quand même un coût important pour les entreprises, pour l'eau, donc on a beaucoup de sujets qui sont effectivement sur la table aussi pour éviter des taxes trop importantes, surtout ces retraitements. Nous, les premiers retours que nous avons au niveau des sondages, il n'y a que 46% des chefs d'entreprise qui trouvent que leur environnement communal est favorable à l'économie. Donc ça m'inquiète quand même, et il y a quand même encore du progrès à faire, d'où cette demande de prise de parole. Oui, une marge de progression. Merci à tous les trois. Merci André Bousser, Nadège Riss et Cyril Ledrich d'avoir joué le jeu de Sans Filtre. Nous vous donnons rendez-vous le 27 novembre pour une nouvelle émission exceptionnelle consacrée encore au municipal de 2026. Nous aurons alors le plaisir de débattre avec des maires qui bouclent leur premier mandat. Ils nous raconteront leur expérience, ils nous diront comment ils ont vécu ces dernières années. D'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir.